deuxième facteur très important pour le climat scolaire, c'est le sentiment de justice scolaire. Ce sentiment, c'est un sentiment qui est partagé par les jeunes et par les adultes de l'école. Et ce sentiment dit, voilà, les règles, les sanctions sont justes, elles sont appliquées de la même manière à tous. Il n'y a pas de préférence ou de discrimination, il n'y a pas de volonté de domination et d'humiliation dans ces règles. Les évaluations sont faites de manière ouverte, transparente. Nous avons pu tous participer à l'élaboration des règles, ou au moins en discuter, ou au moins en comprendre l'utilité. Le sentiment de justice scolaire, c'est un sentiment très important pour le climat scolaire et aussi pour la lutte contre le harcèlement. Pour qu'un véritable collectif se construise, un collectif solidaire, dans lequel chacun respecte tous, il faut 3 choses. Il faut construire le rapport à la loi, construire le rapport aux règles et construire le rapport aux rituels. Et il faut clairement distinguer ces 3 niveaux. La loi, pour moi pédagogue, elle est simple. Il n'y en a qu'une et elle ne se discute pas. Elle ne se discute pas pour la simple raison que c'est elle qui permet de discuter de tout le reste. La loi, c'est pas de violence. La loi, c'est nul n'a le droit d'abîmer ni le groupe, ni quiconque dans le groupe. Ça, c'est la loi. C'est une loi fondatrice de tout collectif humain. Il n'y a pas de collectif humain sans cette loi-là. Cette loi, l'enseignant l'incarne, la porte. L'institution école la porte. Et il faut que l'enseignant et l'institution école soient exemplaires sur la loi. La loi, c'est ne pas nuire, tout simplement. Ne pas nuire. C'est quasiment le degré 0 de la loi, mais c'est en même temps ce qui va permettre à un collectif d'avancer. Après, il y a les règles. Alors les règles, les règles, c'est ce qui permet de faire ensemble ce qu'on est venu faire ensemble. Voilà. Les règles ne sont pas les mêmes dans un match de foot et un match de volley. Elles ne sont pas les mêmes dans une classe qu'elles sont sur un tatami de judo parce qu'on n'est pas venu faire la même chose ensemble. Les règles se déduisent de l'objet sur lequel on travaille. Les règles, c'est ce qui va permettre d'apprendre ensemble. Parce qu'à l'école, on n'est pas simplement là pour apprendre, on est là pour apprendre ensemble, et le ensemble est aussi important que le apprendre. Hein ? Donc les règles vont permettre d'apprendre ensemble. Les règles, elles se discutent, elles peuvent se débattre. L'enseignant peut donner un certain nombre de règles, mais il peut aussi entendre les réactions qu'ont les élèves sur le fait que certaines règles vont être facilitatrices de l'apprendre ensemble, alors que d'autres ne vont pas l'être. Ces règles, elles peuvent être formalisées à un moment dans un règlement. Le règlement du collège, de l'école ou le règlement de la classe. Mais ce règlement, par définition, il est révisable puisqu'il est lié à ce qu'on fait en commun. La loi n'est pas révisable. Les règles sont révisables. Elles sont révisables elles-mêmes selon des règles. Et dans tout système de règles, il y a un petit alinéa qui dit « cette règle pourra être modifiée à condition que l'ensemble des gens dans le collectif soient d'accord et que cela serve nos objectifs communs ». Il faut que ces règles soient claires. Et puis, il y a les rituels. Les rituels, ce n'est pas la loi, ce n'est pas des règles, c'est des comportements qui sont nécessaires parce qu'ils facilitent la mise en condition des personnes. Qu'est-ce qu'un rituel ? Un rituel, c'est quelque chose qui nous aide à entrer dans un état nouveau. Quand vous rentrez dans un théâtre, il y a un rituel. Quand vous rentrez dans un cinéma, il y a un rituel. Quand vous entrez dans une église, il y a un rituel. Quand vous entrez dans un tribunal, il y a un rituel. Le rituel, c'est ce qui vous met en condition pour que votre esprit, votre psychisme interne soit disponible à ce qui va se passer. Donc, dans les rituels, il est question de silence, de comportement, il est question de toute une série de choses qui vont nous permettre de devenir intérieurement capables de mémoriser, d'être attentif, de se concentrer, c'est-à-dire de faire toute une série de choses qui sont nécessaires pour bien travailler. Les rituels, on les connaît bien. À l'école maternelle, avec des tout-petits, on fait plein de rituels.
Ensuite, on a tendance à oublier l'importance des rituels, mais il ne faut pas oublier l'importance des rituels, parce que même un adulte, même un très vieil adulte, a besoin de rituels. Et les enfants, si on ne leur donne pas des rituels, ils vont s'en créer d'ailleurs, et ils vont se créer des rituels qui ne seront pas forcément les bons. Donc il va falloir réfléchir avec eux sur les rituels. Et si je reprends la trilogie, la loi, on ne la discute pas, on l'explique bien sûr. Mais elle est là, elle incarne la force de notre institution. Les règles, elles sont stabilisées jusqu'à ce qu'on les revoie et qu'on en redécide ensemble. Les rituels, eh bien, on peut en débattre et on peut les changer tout le temps, les rituels. Les rituels, ils sont nécessaires, mais ils sont aussi éminemment provisoires et éminemment révisables. Alors il faut que ces trois éléments soient bien distingués. Et il ne faut surtout pas les confondre. Je trouve extrêmement dommage que dans un certain nombre de cas, on sanctionne un élève qui ne respecte pas un rituel, mais qu'on ne s'intéresse pas du tout à un élève qui ne respecte pas la loi. On sanctionnera un élève qui arrive en retard, c'est une règle qu'il faut arriver à l'heure. Oui, et il faut la respecter, cette règle, je suis d'accord. Mais s'il humilie son camarade, là, il n'enfreint pas simplement la règle, il enfreint la loi. Et ça, c'est bien plus grave, et nous devons, avec lui, y travailler, le verbaliser, lui faire comprendre en quoi il y a une hiérarchie, la loi d'abord, les règles ensuite, les rituels enfin, et les trois sont nécessaires, mais ils n'appartiennent pas au même registre. La pédagogie institutionnelle, c'est une pédagogie qui va essayer de faire en sorte que l'institution scolaire soit bienveillante et puisse participer au bien-être des élèves. C'est un mouvement donc, qui vient du mouvement Freinet, donc mouvement Freinet qui était à la base porté par Célestin Freinet, grand pédagogue du XXe siècle, et qui a été prolongé en 1958 notamment par Fernand Henry avec cette idée d'un pédagogie institutionnelle où cette fois-ci on ne va pas seulement travailler la coopération des élèves à l'échelle de la classe, mais aussi à l'échelle de l'école. Les piliers de la pédagogie institutionnelle, ça va être d'essayer de créer un autre rapport à la loi, donc aux règles de l'école. La plupart du temps, les élèves, ils ont l'impression que ce sont des règles qu'on leur impose, des règles pour lesquelles ils n'ont pas leur mot à dire. Eh bien, la pédagogie institutionnelle, on va essayer de changer ce rapport-là en les faisant participer à l'élaboration des lois du vivre ensemble de l'école. Et donc, ça va supposer qu'ils participent à la création de ces règles, qu'ils réfléchissent et qu'ils en comprennent l'utilité. Donc, on va dire que la loi, ça ne va plus être un outil disciplinaire simplement, ça va être un outil pédagogique parce qu'on attend que les élèves puissent grandir en tant que personnes en prenant conscience de l'importance des lois, que ce ne soit plus des lois qui les contraignent uniquement, mais des lois qui leur permettent de vivre ensemble. Donc ça, c'est un des piliers. Un deuxième pilier, c'est de favoriser la participation des élèves à la vie de l'école. Et donc pour ça, on va devoir créer toute une série d'institutions où les élèves vont pouvoir partager des projets, régler des conflits en classe, proposer des idées pour quoi que ce soit, bref, des structures, des endroits où les élèves vont pouvoir apprendre à s'autogérer avec leurs profs pour faire en sorte que l'école, ce soit un petit peu la leur. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place dans l'école pour favoriser la participation des élèves. La première chose, c'est à l'échelle de la classe, tout simplement. On peut mettre en place un conseil de classe coopératif qui a trois fonctions. Proposer des projets, parler des problèmes qu'on a dans la classe et remercier, féliciter certaines personnes dans la classe. Ça, c'est le plus petit échelon de coopération à l'échelle de l'école, c'est la classe. Ça, c'est super important. C'est là que tous les élèves vont pouvoir participer au vivre ensemble, à l'organisation de la classe et plus tard de l'école. Ça, c'est la classe. Maintenant, il faut aussi que les élèves, puisqu'on parle d'institution, puissent avoir leur mot à dire dans le fonctionnement de l'école. Et donc pour ça, il va y avoir un conseil qu'on appelle conseil citoyen et qui va reprendre tous les délégués de chaque classe, donc les délégués d'élèves, mais aussi les délégués d'adultes, des délégués de profs, des délégués d'éducateurs, des délégués du personnel d'ouvrage, etc. Et toutes ces personnes-là vont se réunir au conseil citoyen et ils vont pouvoir participer pour régler des grands problèmes de vie à l'école, proposer d'autres idées. Bref, ils vont pouvoir toucher à la gestion de l'école via ce conseil qui réunit les délégués de toutes les entités présentes dans l'école. Il y a aussi un autre conseil qu'on appelle le conseil restauratif. Et là, c'est un conseil qui va avoir comme fonction de régler les différends, c'est-à-dire les conflits par rapport à la loi. Quand les lois qui ont été créées toutes ensemble n'ont pas été respectées, eh bien, il faut qu'il y ait des représentants du collectif qui puissent être amenés à discuter avec les auteurs du manquement à la loi pour voir ce qui s'est passé et voir ce qu'ils proposent pour réparer
les torts qui ont été causés, les dommages qui ont été faits. Donc on a le conseil de classe coopératif à l'échelle de la classe, on a le conseil citoyen à l'échelle de l'école et le conseil restauratif pour tout ce qui est des manquements à la loi qui a été collectivement créée. Alors la justice restauratrice, ça va être une autre manière de gérer les manquements aux règles du vivre ensemble. Et donc on ne va pas essayer de punir avec cette idée que l'élève a fauté, il faut lui faire mal, il faut l'humilier pour qu'il comprenne bien et qu'après il ait peur de recommencer. On ne va pas faire ça, c'est sa punition. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'amener une justice restauratrice où ça va être l'individu qui a fauté, qui a commis le manquement à la loi, qui va devoir réfléchir pour proposer une réparation par rapport à ce qu'il a endommagé. Et donc là, on le met dans une position différente. La première fois, on le met dans une position où, quand on le punit, où il doit souffrir pour expier ses peines. Là, avec la justice restauratrice, on le met dans une position où il doit réfléchir, se responsabiliser et proposer des actions pour réparer ce qui a été endommagé. Donc on essaye de créer, encore une fois, avec cette justice restauratrice, un autre rapport à la loi et au manquement à la loi. Si la loi à laquelle j'ai contribué, je l'enfreins, eh bien, il faut que je prenne conscience de ce que ça a apporté comme conséquence et que je propose des actions pour rétablir cette loi à laquelle j'ai contribué. Et donc il y a deux types de réparation, globalement. Il y a la réparation à la personne qui a été lésée, si jamais c'est un élève qui s'est disputé, frappé, etc. Et puis il y a une réparation au collectif qui lui a vu, collectivement, un manquement à la loi qui doit être sanctionné selon la justice restauratrice dans une école citoyenne. Alors, on sait que pour prévenir les phénomènes de harcèlement scolaire, il est important de développer les compétences psychosociales, donc comment moi je me sens, arriver à mettre des mots sur mes émotions, arriver à développer de l'empathie et de la solidarité envers les autres, ça c'est très important. Mais il est aussi important que l'institution, son mode de fonctionnement, ses règles, sa structure, soit bienveillante également, soit participative, soit inclusive, pour qu'elle puisse, in fine, produire un effet miroir sur les élèves. Parce que si l'institution est violente, cette institution violente fait un effet miroir de violence qui se répercute chez les élèves. Et si au contraire, elle est bienveillante, si au contraire, elle laisse la place sur les élèves, elle les écoute, elle essaye de faire ressortir le meilleur en eux, eh bien alors cette institution produit un effet miroir bénéfique sur les élèves. Donc on a tout intérêt à la fois à travailler les compétences psychosociales des élèves, mais aussi l'organisation de l'école.